On accueille encore une fois Sylvain Sénécal et Pierre Majoric Léger, mesdames et messieurs, on les applaudit bien fort! Et là maintenant, messieurs, je dois dire, ce matin, vous avez été dans... Vous ne nous avez pas surpris avec l'exposé de l'apprentissage de l'expérience utilisateur sur les points de friction et tout ça. Mais là, cet après-midi, vous nous amenez quelque chose qui nous surprend un peu, le réapprentissage de vos interfaces. Messieurs, on vous écoute. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, effectivement, là, on va vous parler d'un autre sujet. C'est un peu le même format, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs études, on les a packagées ensemble pour vous présenter une belle histoire. Fait qu'on va vous présenter une belle histoire sur, dans le fond, les habitudes. Puis, comment on forme des habitudes, puis comment on déforme ou défait des habitudes pour le bien de l'utilisateur. On va utiliser un mot, peut-être un buzzword actuel, la transformation numérique. Dans le fond, on va s'intéresser lorsque vous faites une refonte de l'environnement numérique, de la plateforme, de l'interface avec laquelle vos utilisateurs interagissent avec vous. Bien, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Donc, on va surtout s'attarder à comprendre, mais à la fin, de revenir avec des stratégies concrètes, là, comment on peut tenter de recréer les automatismes de nos utilisateurs. Comme on l'a fait ce matin, on veut remercier des gens là, qui ont collaboré intellectuellement à la présentation, des étudiants actuels, des gens dans la salle, des anciens étudiants et des collaborateurs aussi chercheurs. Donc, ces gens-là ont quelque part là, ont une slide à eux là, dans l'histoire. Donc, si on parle de transformation puis de réadaptation, il faut partir à la base sur le fait que nous, les humains, au quotidien, on est confronté à prendre un très grand nombre de décisions. Il y a des études qui évaluent là, que ça peut être jusqu'à 25 000 décisions par jour. Hein? C'est des micro-décisions auxquelles vous êtes confrontés. Et là, ça va à des choses toutes simples de votre vie ou jusqu'à des choses très compliquées. Hein? Ça peut être, est-ce qu'on décide ou pas de liker sur Facebook une image? Ou de tout simplement choisir entre la salade crémeuse ou traditionnelle chez Saint-Hubert. Hein? Donc, on est confronté à un certain nombre de décisions au quotidien et une façon pour nous, les humains, de gérer cette quantité astronomique de décisions qui, dans la majorité des cas, on ne s'en rend même pas compte de cette prise de décision-là, c'est de les intégrer à nos habitudes. Donc, on est très bons, nous les humains, à faire ce qu'on dirait en anglais du chunking, là, à mettre ensemble des décisions en créant une habitude, et ce qui fait en sorte qu'on n'a plus réellement à avoir un contrôle complet de chacune des décisions. On va exécuter, on va embarquer dans notre routine, puis on va faire l'action sans y penser. Comme par exemple, peut-être certains d'entre vous avez une routine de sport à chaque jour que vous avez réussi à internaliser et que pour vous, là, c'est très important et à un certain moment, ça devient partie de votre vie et de vous lancer, d'aller courir le matin. Vous n'avez même plus besoin d'y penser pour le faire. Mais vous n'avez surtout plus besoin peut-être de penser que vous avez besoin d'attacher vos souliers. Hein? C'est naturel, hein? On part, on a mis tout ça dans le même paquet. Et on a les différentes choses qu'on a besoin pour aller faire de la course, là, font partie des décisions automatiques qu'on va prendre. Peut-être que vous avez aussi pris l'habitude d'apporter une bouteille d'eau recyclable au bureau le matin. Vous la mettez dans votre lunch, vous la remplissez et sur votre bureau, puis finalement, on la boit, puis on n'est pas en train de penser à chaque fois qu'on prend une gorgée. C'est un automatisme, ça s'est intégré dans votre routine. Il y a des moins bonnes routines ou des moins bonnes habitudes. Peut-être que vous êtes comme moi, puis on n'est plus capable de patienter. On n'est plus capable d'être dans une salle d'attente ou dans une file d'attente sans sortir son téléphone. Hein? Puis on y pense même pas. Hein? C'est pas une action raisonnée. Là. On va sortir le téléphone. Son téléphone de sa poche, on va commencer à regarder les derniers courriels, les derniers posts sur Facebook, et c'est devenu un automatisme. Hein? C'est devenu partie de nos routines. Puis, si vous aviez à réfléchir combien de fois vous allez regarder votre téléphone intelligent depuis ce matin, vous seriez pas capable de me donner un chiffre très précis du nombre d'interactions que vous avez eues, parce que ça fait partie de votre routine, c'est presque une extension de vous-même. Quelque part, même ces mauvaises habitudes-là peuvent devenir des utilisations, peut-être des surutilisations, même des dépendances. Et c'est un autre sujet, peut-être pour l'année prochaine, mais quelque part, les habitudes aussi ne sont pas tous bonnes. Nous, les humains,
On est des petites machines, des petites chaufferettes. Hein? On génère à chaque heure l'équivalent de 100 watts d'énergie. 100 watts, là, c'est comme une lumière incandescente. C'est beaucoup, mais en même temps, ce n'est pas tant que ça d'énergie pour être capable de faire fonctionner notre corps. En fait, la statistique la plus importante ici, c'est que votre cerveau consomme 20 de cette énergie-là. Donc, c'est l'organe de votre corps qui a le plus besoin d'énergie au quotidien pour fonctionner. Et beaucoup de ça dépend du sucre. Hein? Il y a 50 du sucre que vous consommez qui est utilisé par les neurones pour s'activer et fonctionner. Donc, la consommation de sucre est un élément très important pour le fonctionnement en santé de votre cerveau, qui est l'élément qui consomme le plus d'énergie de votre corps. Il y a des mythes en neurosciences et il y a eu des avancées extraordinaires là, dans les 10-20 dernières années grâce à des technologies pour mieux comprendre comment fonctionne le cerveau. Mais il y a un mythe qui persiste qui est de dire, peut-être vous avez, puis Hollywood contribue à ce mythe-là, de dire que notre cerveau, finalement, on n'en utilise qu'une petite partie. Hein, que, là, ma slide n'est pas au bon moment, mais peut-être vous avez vu des films comme ça ici, là, où on vous a fait croire là, que finalement, vous n'utilisez que 10 de votre cerveau, puis si on avait une pilule magique, on serait tellement intelligent parce qu'on serait capable d'utiliser notre cerveau au complet. En réalité, ce qu'on est vraiment bon à faire, c'est d'être capable de trouver des manières de sauver de l'énergie, hein, d'être capable de consommer moins d'énergie pour réaliser des tâches. Puis au fur et à mesure qu'on les automatise, finalement, notre cerveau, en créant des connexions optimales, utilise moins d'énergie pour être capable de performer une tâche. Pour bien le voir, là, prenons des images qui ont été prises dans le contexte d'imagerie cérébrale, où on regarde ici l'activation dans un cerveau lorsqu'on tente de réaliser une tâche, puis lorsqu'un novice devient un expert à réaliser une tâche. On pourrait croire qu'un expert, ça bourdonne dans son cerveau, là, puis que c'est complètement activé, alors que c'est tout à fait l'inverse, là. Le novice a besoin de se concentrer, a besoin d'un contrôle conscient de ses actions pour être capable de contrôler une tâche. Et au fur et à mesure qu'il automatise la tâche, on voit que les connexions sont optimales et il y a besoin de beaucoup moins d'activation cérébrale pour la performer. Donc, essentiellement, lorsqu'on passe d'un traitement contrôlé d'une tâche, lorsqu'on apprend à faire quelque chose, jusqu'au moment où on vient l'automatiser et en avoir une grande expertise, on voit qu'il y a une réduction de l'activité, un plus grand contrôle et une meilleure stabilité en contexte de stress. Hein, donc, si j'ai une tâche à performer qui est très stressante, l'expert n'a pas besoin de générer plus d'activité pour être capable d'être en contrôle de la tâche. C'est ce qui qualifie un expert. Puis là, on dit expert dans son sens très large, mais lorsqu'un client de votre interface, un utilisateur, un employé qui utilise votre interface, bien, tôt ou tard, la réutilisation des interfaces mène à un développement d'une expertise dans l'utilisation de l'interface. Ce qui nous intéresse donc, c'est de dire, bien, lorsqu'on vient modifier l'interface ou l'interaction ou le processus, bien, on vient perdre de l'expertise, puis comment on est capable de la recréer? Un autre exemple, qui date d'un peu plus longtemps, mais peut-être c'est un jeu auquel, dans votre enfance, vous avez eu l'occasion de jouer, Tetris. Peut-être vous vous rappelez de l'image presque analogique des premiers jeux de Tetris. Mais on a fait jouer en scanner à des gens à Tetris. Et ce que vous avez ici à gauche, l'amateur, essentiellement, c'est des gens qui n'avaient jamais joué à Tetris, où on a mesuré leur consommation de sucre via la consommation avec un outil d'imagerie. Et on voit qu'au bout d'une semaine, lorsqu'on leur fait jouer à chaque jour à Tetris 1 heure, une semaine plus tard, réaliser la même tâche, regardez à quel point elle demande beaucoup moins d'énergie. Donc, on voit ça systématiquement là, dans plusieurs tâches, dans l'ensemble des tâches d'interaction, au fur et à mesure qu'une automaticité est développée. Une des parties de la recherche en neurosciences qui est à comprendre l'automaticité et le développement d'habitudes, ça a été fait avec des souris en labyrinthe. Et une expérience clé dans l'histoire, c'est une souris qui est mise dans un labyrinthe en forme de T. Et à gauche, on met la récompense, donc un morceau de chocolat ou autre là, que la souris est intéressée de trouver.
Et on amène la souris à développer un automatisme, à se déplacer dans le labyrinthe. Et dans le fond, en mettant toujours au même endroit la récompense, bien, la souris, à un certain moment, en vient à développer le réflexe et ne plus, finalement, réfléchir à la démarche. Et ce qu'on observe chez la souris, puis ce qu'on a ensuite observé chez les humains, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de reptilien c'est vraiment des parties très profondes de notre cerveau dans lesquelles il y a des structures cérébrales qui sont impliquées dans le développement d'habitudes. Et ce qu'on voit dans les ganglions de base, l'activation des ganglions de base lorsqu'on développe une habitude, mais c'est vraiment là que s'ancre l'habitude et le fait de ne pas avoir à faire un traitement contrôlé d'une tâche. Donc, il y a une lourde littérature là, sur comprendre comment on développe l'expertise. Quand on parle d'habitude, on parle d'heuristique. Un heuristique, c'est un shortcut, donc c'est un raccourci qui demande moins, merci monsieur, qui demande moins de ressources cognitives dans ce cas-là. Donc on aime les habitudes, on aime les choses qui vont réduire la charge sur notre cerveau. Puis dans le fond, une habitude, on peut regarder ça comme ça. T'sais, on a une routine. Si on fait cette routine-là, donc la petite souris qui tourne à gauche, elle a une récompense. Puis cette récompense-là, elle va la mémoriser, effectivement. Puis, on va se rappeler de ça. Donc, quand on va être devant une interface, par exemple, qu'on connaît, bien, on va se rappeler de « Ah, voici le chemin que j'ai pris la dernière fois, ça a fonctionné, j'ai eu ma récompense, donc je vais faire la même chose. » Okay? Donc, on est à quelque part similaire à des souris. C'est le message. Et il y a des signaux, évidemment, qu'on n'y pense même pas. Là. Un feu vert, tu pèses sur l'accélérateur. Le rappel, c'est la couleur, puis ça y est, on y va. Évidemment qu'il y a des récompenses comme ça aussi qui nous stimulent. Donc, on voit quelque chose d'intéressant, bien, on a le rappel, puis on veut faire le comportement pour avoir la récompense. Donc, tout ça, c'est comme les 20 000 décisions qu'on prend par jour, bien, il y a plein de décisions qui sont vraiment automatisées. Puis c'est une bonne chose, parce que si on avait à réfléchir à est-ce que j'attache mon lacet ou pas, vous ne seriez pas ici, vous seriez encore chez vous en train de regarder votre soulier. Là. Fait que c'est super utile d'avoir des routines, sauf que des fois, ça peut être dommageable. Et là, pour continuer avec les animaux, les insectes, on va vous présenter un chien puis un papillon. Le chien, une de ses qualités, c'est qu'il est très fidèle. Donc, le chien, on va dire qu'il est très routinier, qu'il se développe des routines. Le papillon papillonne, il change, il va à différents endroits, il est volage. Lui, la routine, c'est pas trop pour lui. Okay? Fait qu'on va vous montrer des résultats de recherche qu'on a. On n'a pas fait ça avec des papillons ou des chiens, on s'entend. C'était avec des humains, mais voici l'image. Donc, première chose, quelqu'un qui, vous voyez, ça, c'est des interfaces, c'est la même interface, disons le même site web. Quelqu'un qui va visiter le site web pour faire la tâche plusieurs fois, bien, il est en train de se développer une routine. Hein? Puis plus les visites avancent, moins la charge cognitive est élevée. Donc, ça devient de plus en plus facile d'avoir la récompense qui est de faire notre transaction bancaire, d'acheter quelque chose, etc. On maîtrise l'interface. Okay? Puis ça, on a regardé ça de toutes sortes de façons. Et puis, l'élément clé ici, c'est qu'on l'a fait de manière très naturelle. On a donné à des gens une carte de crédit. On leur a dit, pendant 1 heure, là, vous allez acheter autant que vous voulez, toujours sur le même site. Ils achetaient quelque chose là, de quelques dollars. Mais donc, il y avait une grande motivation à être capable rapidement d'automatiser le processus, puis de retourner fréquemment, toujours sur le même site. La récompense est un produit de leur choix, donc ils étaient motivés. Ils étaient motivés à le faire. Ouais. Ce qu'on voit quand on regarde, vous voyez les 10 visites là, de 1 à 10, puis la charge cognitive, c'est que première visite, nouvelle interface, je ne suis jamais allé, je tombe sur la page d'accueil, il faut que je me repère, il faut que je trouve le moyen d'aller accomplir ma tâche. J'y arrive, c'est un peu plus difficile. Deuxième visite, déjà là, il y a de l'apprentissage. Vous voyez que la charge cognitive descend un petit peu. Donc, j'arrive sur la page d'accueil, ah ouais, la dernière fois, peut-être j'ai pris ce chemin-là, ça n'a pas fonctionné, je vais prendre un autre chemin, ou peut-être j'ai pris ce chemin-là, puis ça a fonctionné, je m'en rappelle. Donc, j'ai le rappel et je vais aller vers ma récompense. Troisième visite, là, on atteint comme un plancher. Là, c'est comme si on maîtrisait le site web. Là, ça va bien, c'est par là. Quatrième visite, la charge cognitive demeure la même. Donc là, votre habitude, elle s'est créée. En termes scientifiques, on appelle ça le cognitive lock-in. On vient de vous cadenasser sur cette habitude-là, sur mon site, par exemple. Hein? Toutes les entreprises doivent faire ça. Là. Si on parle de switching costs, de trucs comme ça, bien, c'est évidemment ça qu'on veut faire. On veut que quand il y a un visiteur qui vient, qu'il apprenne rapidement à faire ce qu'il veut faire sur le site, avoir sa récompense, qu'il revienne, puis à un moment donné, voir dans le fond est-ce qu'il est attaché, puis là, ça devient peut-être plus difficile de sortir de cette routine-là.
Donc, notre chien, qui fait toujours la même chose, pour avoir la même récompense, diminue son effort. Donc, si on avait mis l'imagerie cérébrale sur le chien, bien, il y aurait moins de zones allumées, hein, comme on a vu tout à l'heure. Et là, si on compare ça au papillon, bien, le papillon, lui, c'est difficile parce qu'il visite un premier site pour une tâche X, il est obligé d'apprendre tout ça. Deuxième visite, on lui dit, ben, écoute, tu vas sur un autre site. Là, il faut qu'il se réhabitue à un autre site. Il n'y a pas moyen d'apprendre. Il n'y a pas moyen de se créer une habitude. Il devient peut-être super bon à savoir, pour cette tâche-là, voici tous les sites qui existent, là, mais il n'est pas capable d'augmenter son efficience par rapport à la tâche. Parce que son niveau d'effort est toujours plus élevé que le chien. Okay? Donc, même chose, ça a été fait dans un contexte très authentique, un contexte où on était capable de trouver 10 compétiteurs avec des prix tout aussi abordables. Donc, les gens avaient une carte de crédit, grande motivation de réapprendre le site, mais d'être constamment en contexte de réapprentissage, jamais être capable de se développer une routine pour être capable d'optimiser l'interaction. Et là, peut-être vous dites à date, c'est pas très surprenant. On s'entend, là, on s'attendait à ça. Ces gens-là, donc le chien, hein, on vous rappelle du chien, 10 visites, et là, on le faisait visiter un site concurrent. Okay, le site, mettons, N. Et le papillon, la même chose, 10 sites différents. 11e visite, le site N aussi. OK? On cherche en même temps. Ils sont là. Ah, ils sont là! On va revenir en arrière. N. Donc, on leur fait faire la même chose sur le même site à la fin. Là, on se dit, bien, qu'est-ce qui va se passer? Hein, Et là, on leur fait remplir des questionnaires et le chien trouve le site N moins facile à utiliser que le papillon. Parce que le papillon, lui, il s'est habitué à tout le temps à faire de l'effort, puis visiter un nouveau site, puis là, c'était juste un 11e site différent. Le chien, lui, était bien dans ses pantoufles. Là, tu lui dis, non, tu sors de tes pantoufles, tu vas essayer quelque chose d'autre. Mais le quelque chose d'autre, là, objectivement... C'est le même site. C'est le même site, là, on s'entend. Mais par rapport à ses habitudes, ce site-là était différent, ce qui fait en sorte qu'il ne l'aime pas, ce site-là. Et là, vous pouvez penser à plein de choses, là. Si... Évidemment, vous êtes content si vous êtes le site bleu, là, que le chien visite tout le temps. Là. Vous avez la loyauté, c'est bien. Puis quand vous êtes attaché à un site, de sortir, d'aller chez le concurrent, c'est difficile. Fait que si c'est votre site, vous êtes content. Si vous êtes le concurrent, c'est difficile. Parce que là, il y a beaucoup de loyauté par rapport au premier site. Puis on se dit, bien, comment on va le convaincre de venir chez nous? Parce que là, il y a comme une barrière à passer qui est vraiment plus difficile parce que cette personne-là était très loyale au premier site. Puis on en a parlé tout à l'heure dans la présentation de Jennifer, c'est vraiment la perception. Objectivement, c'est le même site et tout ça fait en sorte que le changement crée une différence de perception telle qu'il y a un écart très important, pas dans la facilité objective, mais dans donc, la perception de cette facilité d'utilisation-là. Après seulement 1 heure d'interaction, on s'entend, là. Ça fait juste 1 heure qu'ils sont au laboratoire à essayer d'interagir. Parlons de transformation numérique et de changement, parce que c'est ça qui est au cœur, c'est de dire qu'est-ce qui arrive lorsqu'on fait un changement, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable, nous, humains, de se réadapter au changement. L'idée en neurosciences qu'on a appris sur les 20 dernières années, c'est à quel point le cerveau est plastique. C'est pas qu'il y a de nouveaux neurones qui se créent, mais il y a de nouvelles connexions qui se créent dans le cerveau. Et le changement, qui nécessite un effort, fait en sorte que, même s'il n'y a pas de nouvelles cellules, on réapprend par une nouvelle connexion entre les neurones dans votre cerveau. Et là, notre job, nous, designers d'interface, c'est lorsqu'on fait un changement, c'est comment on est capable de faciliter ce changement-là pour que cette réadaptation soit la plus fluide possible. Fait que pour comprendre ça, allons chercher un exemple extrême. Peut-être que certains d'entre vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler du backward bike, donc le vélo qu'on conduit à l'envers? Laissez-moi vous présenter une courte vidéo. C'est un ingénieur américain qui s'est lancé le défi de réapprendre à conduire un vélo avec un vélo dont la direction est inversée. Donc, la direction est inversée. Donc, l'idée, c'est que vous avez appris, puis ça fait des années que vous faites du vélo, c'est devenu automatique, c'est dans votre cervelet, là, les connexions pour être capable de gérer l'équilibre, puis toutes les micro-décisions que vous avez besoin de prendre pour tenir votre vélo en équilibre. Mais lorsqu'on fait un changement tout simple, là, on inverse le sens du guidon, vous allez voir à quel point c'est un changement qui est drôlement difficile à être capable d'assimiler. Brain Games has set New York City on a Super Sense collision course. We've offered $100
to any of our fans in Times Square who can conquer this backwards bike. How's your day going? So far, so good. How old are you? I'm 11. You're gonna be riding this bike about 20 feet that way. If you can get to the other end, there's a $100 bill, nice and crisp there waiting for you. And I get to keep it? You get to keep it. What do you do for a living? I'm actually a bike courier. Fantastic. Well, listen, this might respond differently than most bikes, but it is mechanically possible to ride it. But your feet can't touch the floor. You gotta actually ride the bike the whole way. You think you're up for the challenge? I think so. Are you ready? Oh my God, yeah, I'm totally ready. Let's do this. Okay. Here you go. You ready? Yes. Let's do this. Whoa. That's I think you gotta start again. really hard. All right, go for it. Does not work. Why isn't riding this bike as easy as, well, riding a bike? Even if you know that to ride the backwards bike, you must steer right to go left and left to go right. In the moment, your brain can't help but react wrong. Let's look at the root of this brain fail, starting with a game. Take your thumb and point. Donc, voilà. Et vous avez vu, peut-être que ça vous paraît étonnant, peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui disent « Ah, moi, je serais capable. » Écoutez, il n'y a personne qui est capable. L'inventeur de ce vélo-là, ça lui a pris 8 mois à être capable d'avoir un certain niveau de contrôle du vélo. L'ironie là-dedans, c'est qu'il l'a fait faire aussi à son fils. Il a fait des expériences sur les enfants. Et son fils, ça lui a pris 2 semaines. Donc, ça parle du niveau de plasticité du cerveau des enfants à réapprendre une tâche. Mais ce qui était encore plus fascinant, c'est par la suite, il était incapable de reconduire un vélo de la manière traditionnelle. Donc, le retour même était complexe. Donc, l'idée ici, puis rappelez-vous, là, les premières fois que vous avez fait du vélo, quand vous étiez enfant, avec les petites roues et tout ça, jour après jour, on voit qu'on s'améliore, puis on développe une meilleure automaticité, puis une meilleure contrôle de l'ensemble des micro-décisions là, pour conduire. Et cette réadaptation-là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de physique dans votre cerveau qui fait en sorte que des nouvelles connexions doivent être réalisées pour être capable de réapprendre. Donc, c'est une tâche extrême, on s'entend. Pas si extrême que ça, mais quand même, dans certains cas, ce que vous demandez à vos utilisateurs, lorsque vous changez le processus, vous changez l'interface, eux aussi ont besoin de réapprendre et il faut les aider. Prenons juste 2 exemples très rapides. Je ne sais pas s'il y a des utilisateurs de Mac dans la salle. Moi, je suis un utilisateur de Mac, Sylvain est un utilisateur de PC. On fait des annonces ensemble. Mais il y a quelque part vers 2012-2013, on a changé le déroulement sur le trackpad du Mac. Là. Par défaut, le trackpad, la direction était inversée pour être en ligne avec les interfaces tactiles. Je ne sais pas si ça résonne auprès de vous, là, mais moi, je me rappelle clairement d'avoir, pendant les 2 premières semaines, là, j'étais tout le temps à l'envers. Là. Et maintenant, lorsque j'utilise un PC, puis j'utilise une souris normale avec une roulette, ce que je fais presque jamais, sauf quand j'utilise son ordi, je suis tout le temps à l'envers. Là. Donc, le réapprentissage de la dextérité fine pour être capable de faire une tâche aussi simple que de la gestuelle, ça demande à votre utilisateur de réapprendre. Et on a fait cet été un projet, en fait, l'été dernier, c'est Ariane qui en parlait tout à l'heure, de son projet sur la gestuelle, pour tenter de voir le lien entre tâche et gestuelle, puis de voir qu'est-ce qui est le plus naturel, qu'est-ce qui est le plus automatique chez les utilisateurs. On nous a entraînés finalement à faire des mouvements depuis l'arrivée des téléphones intelligents. Puis, il semble clairement qu'il y a des mouvements qui sont incompatibles maintenant avec certaines tâches, puis que on est juste wired up pour le faire. Si de choisir la mauvaise gestuelle pour l'interface, on ajoute un élément de charge cognitive parce qu'on a besoin de le raisonner, on a besoin de le traiter, d'avoir un contrôle conscient de la situation. Donc, il y a vraiment quelque chose de physique. Dans la petite vidéo, Ariane parlait de quand on fait de la lecture. Avec un scroll latéral, c'est pas intuitif là, parce qu'on est habitué de le faire vertical maintenant. Et pourtant, on lit des livres de gauche à droite. Là. Je veux dire, on aurait pu peut-être, Steve Jobs aurait pu inventer la lecture de gauche à droite sur le premier iPad, puis peut-être que tout ça est juste dans notre première utilisation qui a drivé maintenant notre manière de dérouler des interfaces.
Donc, l'idée ici, c'est de voir, c'est de la neuroplasticité, là. C'est vraiment de la réadaptation. Puis, on n'est pas là, c'est pas une conférence en neurosciences, mais l'idée, c'est de comprendre vraiment que, à la base, de prendre le temps de réfléchir à votre transformation d'interface et de prendre l'effort de vous mettre à la place de l'utilisateur dans son réapprentissage. Ouais. Le chien et le papillon. Saute tes slides. Mais vous vous rappelez de ça, hein? Donc, quelqu'un qui est habitué, on lui demande de faire quelque chose de nouveau, bien que c'est objectivement ou c'est pareil que l'autre personne, la personne va trouver ça difficile, juste grâce à son habitude. Donc, sa perception est différente. Au bout d'une heure. Fait qu'on on est vraiment là. Le papillon, il n'y a pas de routine, donc son effort est constant. Pour lui, aller sur un nouveau site web, ce n'est pas un problème. Donc, évidemment, la répétition est au centre de la création des habitudes. Puis là, je vais vous parler de quelque chose qui est dans l'industrie bancaire. Quand vous faites une refonte d'un site web que les gens ont utilisé pendant des années, hein, je ne sais pas si vous êtes loyaux avec votre site bancaire, là, mais ça se peut que ça fasse plus qu'un an que vous fassiez quelque chose sur les sites de vos institutions. Et là, si l'institution se dit, OK, le site, on n'en peut plus, il faut le changer, on fait une refonte. Donc, la refonte, c'est un gros changement. Et là, on est un petit peu comme le chien, là. Vous voyez, ça fait des années qu'on utilise ça, on sait comment faire des transferts, des paiements de factures, etc. On fait ça quasiment les yeux fermés. Et là, du jour au lendemain, on arrive avec un nouvel outil qui est quand même important pour beaucoup de personnes. Et là, il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent. Donc, si vous regardez ce petit graphique-là, la visite 1, c'est l'interface actuelle. Okay? Donc, on l'utilise depuis longtemps. Le temps pour faire, ça c'est une tâche spécifique, là, le temps pour faire une tâche, vous voyez, il n'est pas très grand, c'est quelque chose comme 25 secondes pour faire cette tâche-là. Et là, on vous dit, OK, faites la même tâche, mais sur la nouvelle interface que vous ne connaissez pas. Ah, le temps, donc c'est corrélé à la charge cognitive, on s'entend, la difficulté, le temps est maintenant plus élevé. Donc là, votre première réaction, c'est de dire, ils n'ont pas compris, là, c'est plus difficile qu'avant. Mais c'est parce que là, ça prend du temps à créer une habitude. Donc, vous voyez, deuxième visite sur le nouveau site. Déjà là, on est pas mal proche de l'ancien site. Troisième visite, ce qui est la très bonne nouvelle, on est en bas. Donc là, on est en train de se créer une nouvelle habitude. Et cette nouvelle habitude-là, la récompense, elle est plus grande que l'ancienne. Ça nous prend moins de temps à faire la même chose. Là, quelque part, c'est une refonte qui est bien réussie, mais évidemment que si votre utilisateur vient juste essayer une fois votre nouveau site, il ne sera pas convaincu tout de suite. Là. Il va avoir la même réaction que tout à l'heure, que la perception, finalement. Il aimait l'ancien, lui-là. Là. Il aimait ses habitudes. La récompense, c'était le fait que c'était plus rapide. Et au niveau de la perception, sa première réaction, il faut immédiatement trouver une manière là, de... D'où le marketing. Voilà. Comment on peut faire pour qu'ils reviennent 3-4 fois rapidement sur la nouvelle interface avec des promotions, avec quelque chose, pour que se crée cette nouvelle habitude-là, puis que là, ils deviennent encore attachés à ce nouveau site-là, mais attachés rapidement. Comme ça, bien, quand il va visiter un site concurrent, il n'aura pas le goût d'y aller parce qu'il va le trouver plus difficile. Fait que tout ça, c'est basé sur des scripts. On appelle ça des scripts cognitifs. Quand quelqu'un dit « je veux aller au restaurant », on a plus tous que 4 ans dans la salle, donc on fait la différence entre ces deux scripts-là. Un script fast-food. Hein, si vous allez dans un restaurant de fast-food, vous savez comment ça marche. C'est une pièce de théâtre, vous êtes un des acteurs. Puis vous allez au comptoir commander, puis vous savez qu'il faut attendre un peu, puis ensuite vous allez vous asseoir avec votre cabaret. C'est votre script fast-food. Okay? Si vous allez dans un restaurant où est-ce que c'est des places assises, un petit peu plus de luxe, vous n'allez pas marcher au comptoir, là. Vous allez arrêter à la porte, là, il y a quelqu'un qui va vous amener à votre table, puis là, cette personne-là va disparaître, puis il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, puis vous n'allez pas paniquer. Parce que votre site restaurant un peu plus de luxe, vous en avez un deuxième. Vous emmenez un enfant de 4 ans pour la première fois dans un restaurant un peu plus de luxe, il va se demander ce qui se passe. Là. Il est en train de construire ses scripts. Hein? Fait que des habitudes, c'est basé sur des scripts cognitifs. C'est comme, on connaît notre partition dans la pièce de théâtre, puis on sait comment la jouer. Sur un site web, c'est la même chose. On s'attend à certaines choses par rapport à des sites spécifiques, puis on s'attend que le site va interagir avec nous de cette façon-là. Okay? Puis si ce n'est pas le cas, bien là, c'est là qu'on a de la frustration, des points de friction, etc. Est-ce que vous connaissez ces deux femmes-là? Est-ce que quelqu'un dont c'est la mère?
On cherche ses enfants. Est-ce que ça dit à personne qui sont ces deux personnes-là? Si je vous disais que c'est la même femme, est-ce que vous me croiriez? C'est Betty Crocker. Vous la connaissez. Mais c'est Betty Crocker à travers le temps. OK? Fait que, pensez à ça. Ça, là, c'est une refonte d'un site Web. OK? Il était comme ça, il est bien différent. Est-ce que je l'aime pas, ça va me prendre un petit bout de temps. OK? Mais vous pouvez aussi, au lieu de faire une révolution, vous pouvez faire une évolution. Dire, ben, mon site Web, il est là, en 1955, en 1958, il est comme ça, etc. D'une photo à l'autre, vous êtes très familier. Vous dites, oui, c'est Betty, je la connais bien. Mais si vous faites le saut de 55 à 96, vous dites, ben non, c'est pas la même. Mais pourtant, Betty Crocker, c'est la femme américaine moyenne qui est représentée. C'est un persona. Mais le persona a évolué dans le temps parce que la société a évolué. Mais si je fais des petits changements marginaux, l'utilisateur, il peut transférer sa connaissance actuelle à la nouvelle, puis il n'y a pas trop de traumatisme entre les deux interfaces, parce qu'il y a des petits changements. Mais si je fais une refonte, bien là, ça se peut que ce soit un gros changement, puis ça se peut qu'il soit déstabilisé. Et là, il faut travailler fort pour recréer cette routine-là, parce qu'il vient de la perdre. Regardons le pendant web de ça. En haut, vous avez Amazon sur quelques années. En bas, vous avez pour les mêmes années, vous avez Walmart. Okay? Amazon, c'est plutôt continu comme changement. Hein? De 2012 à 2014, il y a un petit peu plus, le bandeau est un peu plus large, mais sinon, le haut de la page est pareil. Ensuite, des petites évolutions. Puis pourtant, de 2012 à 2019, on peut voir un changement. Hein? Walmart, là, il y a comme un saut entre les deux. Là. Vous avez les deux premières années assez similaires. Puis là, oups, on enlève le menu de gauche, on fait plein de changements. Et là, l'utilisateur, entre ces deux, c'est entre hier et aujourd'hui, là, il revient sur le site web le lendemain, puis c'est complètement différent. Il va falloir que tu me motives un petit peu là, pour rester, parce que faut que j'investisse encore des ressources pour maîtriser le site. Là. Et ça, il faut trouver quelque chose pour qu'il le fasse, cet investissement-là, pour que ça redevienne une habitude, ça redevienne confortable d'utiliser le site. Sinon, j'ai comme le goût peut-être d'aller ailleurs. Il n'y a pas juste les bonnes habitudes dans la vie, il y a aussi les mauvaises. Il y a dark side des habitudes et je suis certain que vous en avez tous, j'en ai moi aussi. L'une qui nous est particulièrement, qui nous tient à cœur, ou du moins celle auquel on fait de la recherche pour tenter de rendre les gens conscients de ce risque-là, c'est de texter en marchant. Et depuis quelques années, on a un programme de recherche pour essayer de comprendre, par ce cas-là, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens continuent de faire une tâche qui, tout le monde sait que c'est dangereux. Là. Vous le savez, je le sais, lorsqu'on texte en marchant, on sait qu'on prend un certain risque. Et je suis certain que vous avez vu sur YouTube plein de vidéos très cocasses de gens qui tombent dans des fontaines ou se font encore plus mal. Mais il reste que c'est étonnant, on sait que c'est dangereux, on le fait quand même parce que on a une récompense. Hein. On a, vous recevez sûrement plein de courriels, de fait texter en marchant, c'est de clairer des courriels parce que je n'aurai pas besoin de les lire rendus à la maison parce que j'ai des devoirs à faire, puis il faut que je parte le souper. Donc, il y a un besoin de productivité à être capable de travailler en marchant, puis vous l'avez sûrement tous déjà fait. Le problème, c'est que c'est très dangereux. Puis là, de dire, bien, comment on peut briser des habitudes? Hein? Même si les gens sont conscients du problème, sont conscients du risque, comment on peut faire en sorte de briser le lien entre la routine et la récompense, hein? Et de conscientiser les gens à arrêter de le faire? C'est par exemple par des vidéos comme le prochain. Et là, je vais demander au cœur sensible de se fermer les yeux. Et, ou si vous avez le goût de voir quelque chose d'étonnant, restez les yeux ouverts. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Jonas. Jonas a 24 ans, il est fan de rap, de R&B, de musique électronique en général, mais ce qu'il aime surtout, c'est de chatter avec ses amis. Jonas ne connaît rien à la magie. Pourtant, dans quelques instants, aidé d'un complice, il va disparaître. Regardez bien, attention. Voilà. Bracadabra.
Si toi aussi tu veux réaliser ce tour incroyable, il te suffit d'un téléphone portable, de quelques morceaux de musique, d'une application SMS et surtout d'un petit peu d'inattention. Allez, à bientôt. C'est la sécurité routière suisse qui s'est lancée dans cette campagne, qui a clairement pour but de tenter de faire ressortir en vous, de prendre mieux conscience de l'environnement et de défaire peut-être, si on revient à mon ancienne slide, est-ce que je peux avoir, il y avait une petite image ici qu'on avait, c'est la récompense. C'est ici. La récompense, c'est qu'on a le sentiment d'être un super-héros, hein, parce qu'on n'a jamais, on texte en marchant, c'est jamais nous la victime, c'est jamais nous qui tombons dans une fontaine. À chaque fois, ben, on a une récompense parce qu'on a accéléré, on a été plus vite, on a clairé plus de courriels, on a répondu à un texto plus rapidement. Et le risque d'erreur, et donc de mortel, est très faible. Avec notre collaborateur Marc, on a publié un article en juin. Et le taux d'échec à texter en marchant est finalement très faible. Hein, on met des gens sur des tapis roulants, on leur demande de texter en marchant. La majorité des gens sont capables de détecter des stimuli qui se dirigent vers eux à 90 %. L'affaire, c'est que c'est le 2 % d'écart quand vous vous trompez. Et ben, on peut juste mourir une fois. Donc, c'est là l'idée que pour briser la routine, mais ça prend soit des campagnes, ou ça prend des gens comme nous qui, lorsqu'on conçoit des technologies, des produits, de réfléchir aux conséquences, aux effets pervers des utilisateurs et de trouver des mécanismes pour tenter de recréer, dans ce cas-ci, une meilleure conscience de la situation. Donc, dans le cas de Pokémon Go, puis on a eu un projet qui a été effectué il y a quelques années par Romain pour étudier le danger de jouer en marchant. Puis un des éléments qui permet à l'utilisateur de prendre mieux conscience de son environnement, c'est la réalité augmentée. D'être capable de voir à travers le téléphone, de telle sorte qu'on a une meilleure conscience de la route, du trottoir, des autres objets devant nous. Ça reste tout aussi dangereux, là. Quittez pas la salle avec l'idée que de jouer en marchant en réalité augmentée, c'est pas dangereux, c'est vraiment dangereux. Mais l'idée ici, c'est que lorsque vous concevez vos produits, de tenter d'intégrer puis d'anticiper les problématiques perverses de l'utilisation de vos téléphones. La première version de Pokémon n'était pas capable de détecter la vitesse. Donc, c'est-à-dire que les gens pouvaient embarquer dans leur auto puis attraper des petits monstres sans que l'application détecte qu'il allait très rapidement. Donc, il est de la responsabilité des développeurs, votre responsabilité, d'anticiper comment vos applications vont peut-être éventuellement être utilisées à mauvais escient et développer des très mauvaises routines. Pour terminer, les habitudes, c'est super puissant. On a un penchant vers les habitudes en étant humain, là, on n'a pas le choix. Et ça, bien évidemment, les habitudes, en tant que proposeur d'interface, on veut utiliser ces choses-là. On veut que les gens se créent des habitudes sur nos sites, évidemment, sur nos applications. On peut le faire par grands pas, hein, donc des refontes, puis essayer de les motiver à se réhabituer. On peut faire ça par petits pas. Mais dans tous les cas, on a une responsabilité à ce que ça soit éthique, cette chose-là. Donc, depuis ce matin, on vous parle de biais cognitifs, de trucs comme ça. On peut manipuler certaines choses, mais il faut penser au bien de la personne et non pas juste au bien de l'entreprise pour laquelle on travaille. Là-dessus, merci beaucoup de votre attention. Ça va? Attends bien. Oh, excusez. Ah! Alors, c'est le temps de continuer, mais est-ce qu'on pourrait vous poser quelques questions? Je pense qu'on a quelques instants pour des questions. Ça, je regarde les gens du temps. Je pense il restait 5 minutes. On est bon. Justement, tu as peut-être des questions sur la présentation de ce matin aussi? Oui, profitons-en. Donc, sli.do, code UXC 19, parce que ça marche vraiment bien. Là, comme ça, on arrive à... Moi, ce que je suis fasciné, là, donc, on comprend, on envoie des messages, mais il me semble qu'on n'a pas encore répondu à la question comment est-ce que, comme designer, on peut amener une expérience qui va changer l'habitude qui était déjà ancrée. Quelques conseils pour les gens dans la salle?
Si on parle de texter en marchant, évidemment qu'il y a l'application en tant que telle, puis d'avoir la caméra qui filme le trottoir qu'on arrive au coin de la rue, des choses comme ça peut se faire. Donc, ça fait partie du design de l'application, mais il y a aussi du mobilier urbain. Donc, il y a beaucoup de villes maintenant qui ont des moitiés de trottoir pour les texteurs, moitié de trottoir pour les piétons qui ne textent pas, de la signalisation par terre. On a vu ce matin, regarder à gauche, à droite. Donc, encore une fois, il faut prendre l'expérience utilisateur en son sens large, puis pas juste penser à l'application, mais évidemment que l'application, c'est le départ. Puis là, on parle de texter en marchant, mais dans les exemples de transition, d'interface usagée, d'expérience en ligne et tout ça, vous avez donné le conseil de graduel et de la continuité. D'autres exemples de conseils pour designers? Bien, c'est certain que si on peut faire la progression, puis on n'a pas besoin de changer de CMS, puis tout ça, puis tout va bien, c'est super, la progression, c'est très naturel. Des fois, il y a une transformation radicale. Là. Et comment on en vient? Le grand défi de ça, c'est de former à distance. Lorsque vous avez l'option d'avoir vos employés, puis on le montrait tout avec le projet qu'on a fait avec Deloitte, qu'on a expliqué ce matin sur la formation des vidéos, on a un contrôle sur l'utilisateur en contexte organisationnel, puis on a tout un investissement en transformation, en gestion du changement. Mais la gestion du changement de nos clients, ça requiert une attention très particulière. Des fois, la solution, c'est pas tant d'avoir des tutoriels qui vont nous aider. Vos clients vont juste vouloir les skipper, les tutoriels. Je pense que ça doit être faire partie intégrante du design, puis de jouer le plus possible sur les rappels. Si vous êtes capable de réutiliser votre interface, puis réutiliser les rappels, c'est la meilleure façon d'être capable de générer les routines. Jennifer nous a un peu introduit à la magie noire de la neuropsychologie et de ces sciences exactes-là appliquées, justement, appliquées au domaine du design. La récompense, vous en parlez ici. Comment est-ce que l'intégration de récompense dans une expérience utilisateur peut faire une différence? Mais de manière très pratique, la récompense ici, c'est que ça prenne moins de temps. Le gain d'automaticité, lorsque je vais sur le site web d'Amazon pour acheter un livre, je sais exactement combien de temps ça va me prendre. Je cherche, je fais buy, ils ont déjà ma carte de crédit, j'ai mon attente, j'ai automatisé, je suis un expert de leur site. Amène-moi sur le site de Walmart, je ne sais pas comment, je trouverais comment acheter des livres, mais ça me prendrait tellement plus de temps. Fait que ma récompense dans mon script, celui que je connais bien, c'est Amazon, ça me prend moins d'une minute d'acheter un livre, puis je vais le recevoir le lendemain. Et quand tu es Walmart, est-ce que tu peux contrecarrer ça pour rendre la récompense plus forte? Qu'est-ce que tu fais quand tu es Walmart? Parce que, encore une fois, ce matin, on avait aussi l'exemple de Manuel qui nous disait peut-être l'élément le plus important des nouveaux sites de commerce électronique, c'est le convenience overall. Puis on revient toujours à l'exemple d'Amazon. Mais quand on est entreprise québécoise, quand on est un compétiteur, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est sûr qu'en termes expérience client, si on parle des consommateurs, Amazon, c'est un super exemple. Là. Vous connaissez le programme Prime d'Amazon? C'est comment créer une habitude? Bien, c'est comme ça. Si on ne peut pas tous le faire, on s'entend, là, ils le font puis ils le font très bien. Mais quand tu payes d'avance tes frais de livraison pour l'année, tu es attaché. Là. C'est là que tu vas en premier. T'sais, Google considère Amazon comme un concurrent parce que les gens, leur page par défaut sur leur browser, c'est Amazon, c'est leur engin de recherche. Parce qu'ils cherchent les produits-là, ils ne vont pas sur Google parce qu'ils ont Amazon Prime. Ça, c'est très, très fort là, comme création de loyauté. Mais si on pense à des choses un peu plus larges comme les cartes de fidélisation, des trucs comme ça, c'est sûr que ça fait partie de créer des habitudes. Quand j'ai ma carte de fidélité IGA, par exemple, c'est Air Miles, je pense, ouais. C'est sûr que je suis enclin à répéter ces comportements-là chez le commerçant. Donc, ça fait partie de l'expérience client, mais de façon très, très large. C'est plus juste sur le site. Kim nous pose la question, alors, comment choisir entre une refonte importante pour, dans l'ensemble, créer une meilleure expérience client versus garder la vieille affaire avec les mauvaises habitudes de l'ancien produit? Je pense que tu m'en parlais de transformation numérique, mais à un moment donné, c'est beau de faire des petits ajustements, des trucs comme ça, puis le client n'est pas perdu, mais il vient un point où est-ce que les besoins de l'entreprise vont de l'avant, puis là, tu dis, bien, ça n'a pas d'allure, notre vieux système, là, il faut vraiment le changer. Donc là, il faut créer des mécanismes pour réadapter, puis avoir cette habitude-là qui se recrée. Là. Fait que c'est pas juste le consommateur qui décide, là, ton site est plus beau, etc. C'est souvent les besoins de l'entreprise qui vont faire en sorte que ces changements-là vont se faire ou pas. Puis si tu parles d'employés,
Peut-être certains d'entre vous ont déjà utilisé le logiciel SAP. Il y a eu une grande transformation il y a quelques années avec une nouvelle type d'interface. Mais le SAP est utilisé dans plus de 50% des organisations, des grandes organisations dans le monde. Et le nombre de personnes qui connaissent par cœur comment se promener dans le logiciel, d'arriver comme ça avec une transformation si importante de leur logiciel, mais c'est pas juste. Je veux dire, SAP a bu son Kool-Aid, je veux dire, ils croient vraiment fort qu'ils ont une meilleure expérience, mais le coût organisationnel de reformer tous ces gens-là qui sont habitués de fonctionner avec SAP et ils le connaissent par cœur, quelle est la décision la plus optimale? C'est-tu vraiment de choisir pour un design centré humain, persona, ou d'avoir des gens très productifs à l'utiliser? C'est pas une décision simple, mais il faut faire des fois attention de briser ce qui fonctionne. Une personne anonyme ose poser une question ici. Comment décliner le capital marque en ligne? Soit voir le site comme une boutique et non une fin en soi. Ça, c'est une question pour toi. C'est une question pour moi. C'est la question qui tue. Mais évidemment que le capital de la marque, on s'entend là, on aime la marque ou on ne l'aime pas, mais si on a un bon capital de marque, les gens aiment beaucoup notre marque. On a vu ce matin que ça peut avoir des effets bénéfiques sur l'expérience utilisateur, sur les interfaces, donc ça retarde les points de friction, etc. Et ça peut évidemment aider à créer une habitude rapidement. Il y a eu des études, par exemple, qui ont été faites. Un site, disons Walmart, le site Walmart, là, ici, là, avec tout le logo, tout ça, puis un site inconnu, mais avec toutes les bells and whistles là, de sécurité, confidentialité. Puis on demandait aux gens sur quel site vous allez aller acheter vos produits. Sur Walmart, là, parce que j'ai confiance en la marque. Je sais qu'eux sont supposés, ou j'ai confiance qu'ils vont traiter mon information de façon confidentielle, tout ça. L'autre site qui est peut-être bien plus sécuritaire, mais je ne connais pas la marque. Je ne sais pas il est où, puis je n'ai pas confiance. Fait que la marque a un rôle assez important à jouer dans cette création-là d'habitude. On les applaudit bien fort. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup encore, Pierre Majoric. Merci.